Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 88. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous vous souvenez des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant ? Moi, je voulais être écrivain célèbre. Mon frère voulait être pape. Quand on est enfant, on a des rêves. Et nos rêves ne sont jamais petits. Nos rêves nous emmènent vers ce qui, pour nous, à ce moment-là, représente un certain idéal. Les enfants rêvent grand. Et maintenant, c'est quoi vos rêves ? Ils sont plus si grands, hein ? Aujourd'hui, je voudrais qu'on recommence à rêver grand. Et pour nous aider à le faire, j'ai invité Max Piccinini qui m'a fait l'honneur de venir parler au micro du podcast du marketing. Max est l'un des plus grands coachs français, auteur du best-seller Réussite Maximum et expert en stratégie du leadership et de réussite. Il a accompagné plus de 150 000 personnes dans plus de 25 pays à travers le monde et il touche pas moins de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux chaque mois. Sa passion, c'est lui qui le dit, c'est d'aider les gens à se débarrasser de leurs freins intérieurs et leur permettre d'expérimenter une vie qui résonne avec leurs aspirations. Max vient nous parler de rêver grand. Vous allez voir que cet épisode est dense. Préparez-vous à en apprendre sur le fonctionnement de votre cerveau, mais vous pouvez vous détendre. Pas besoin de prendre de notes, je l'ai fait pour vous. Vous pouvez télécharger le résumé de cet épisode sur le podcastdumarketing.com/cadeau88. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Max Piccinini. Alors, bonjour Max et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, c'est un plaisir que tu m'accueilles. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh ben, écoute, je suis vraiment super contente de te recevoir, Max, aujourd'hui. On va parler d'un thème qui m'est cher et on va parler du fait de penser grand aujourd'hui. Tu vas nous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Écoute, je suis avant tout alors master coach. C'est un grand terme, mais bon, ça peut être se différencier des coachs parce que je forme des coachs, donc je suis formateur de coach aussi. Mais avant tout, je suis un coach, c'est-à-dire que je suis là pour accompagner les gens à libérer leur plein potentiel. Ça, c'est ce qui me passionne. Je suis aussi entrepreneur, investisseur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Moi, ma grande passion, mon big why, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, quoi. C'est ce qui m'énerve, c'est de voir tellement de potentiel gâché. Donc, la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est d'aider les gens à vivre une vie à leur maximum. Et alors, tu vois, moi, le terme de coach, je te cache pas que c'est une espèce de grand point d'interrogation en général pour moi. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre ce que c'est qu'un coach. Ça veut dire quoi ? T'es coach business, t'es coach de vie. Les gens viennent à quel moment les gens viennent te voir ? C'est une très bonne question. Il y a différents types de coaching. Donc, on a et puis il y a aussi tout et n'importe quoi dans le coaching. Il y a le coaching type motivationnel, ce que j'ai fait au début, ce qui est absolument inefficace. C'est-à-dire, ça sert à quoi de motiver quelqu'un d'avancer plus fort et d'accélérer quand il a le frein à main enclenché. Donc, j'ai découvert par la suite qu'il fallait plutôt être un coach. Pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui va comprendre le monde de la personne, comprendre ses schémas, comprendre ses peurs, comprendre ses croyances, déconstruire ses schémas pour apprendre avant tout à mieux se comprendre. Ça, je pense que c'est le rôle numéro un d'un coach. Après, bien sûr, des coachs business qui sont plus côté quasi du consulting, qui vont donner des conseils pour piloter un business, etc. Mais avant tout, la base du coaching, c'est de poser les bonnes questions, aider la personne avant tout à se comprendre. C'est marqué en grand sur le temple d'Elphes. Connais-toi toi-même. Mais Ça ouais. commence par là. Et souvent, on se comprend pas. Beaucoup de gens, par exemple, je coach, vont dire, je vais arrêter de perdre du poids. Je vais perdre du poids. Je vais arrêter de fumer. Je me mets en colère souvent, mais c'est plus fort que moi, je le fais. C'est plus fort que moi, je suis. Donc, au lieu de le critiquer, le juger et juste qu'il manque de volonté, ce qui est totalement faux, il veut changer. Il a même payé un coaching pour ça. C'est l'aider tout doucement à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait.
Et une fois qu'il comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, que c'est rien d'autre que des schémas qui se sont enclenchés souvent dans l'enfance pour combler des besoins comme des besoins de sécurité et d'importance, bah, puis il commence tout doucement à être plus bienveillant. Quand on se comprend mieux, on cesse de se juger. L'empathie est fondamentale. Moi, avant tout, j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup les gens. Le jour où j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux gens, pourquoi il se met en colère comme ça? Pourquoi Mmh. ce conducteur de taxi me parle comme du poisson pourri? Tu vois, alors, je suis son client et tout doucement, bah, quand tu commences à t'intéresser à cette personne, tu te rends compte peut-être qu'elle est des pays de l'Est, qu'elle a vécu des choses difficiles. Et là, en discutant avec lui, c'était une vraie histoire à Strasbourg. Il est vraiment froid, quoi. Et en 5 minutes, j'ai compris pourquoi c'est pas facile pour lui. Il a renvoyé la moitié de son argent dans sa famille qui habitait en Pologne parce qu'il n'avait pas assez d'argent ou en Roumanie, je sais plus. Et en fait, il m'a inspiré, ce gars, du passé d'un gars que je trouvais brutal, un gros con, si on peut dire, à quelqu'un qui était profondément inspirant, qui a vécu la guerre, qui est parti jeune, qui redonne la moitié de ses revenus pour sa famille, etc. Donc, quand on développe de l'empathie, on cesse de juger. Et souvent, on est horrible avec nous-mêmes parce qu'on se comprend pas. On se dit, ah, je suis nul. Non, c'est pas quand je suis nul, c'est juste que j'ai une mauvaise stratégie. Je sais pas pourquoi je le fais. Et une fois que là, on aide les personnes à se comprendre, ensuite, on peut trouver une meilleure stratégie qui va l'amener à atteindre ce qu'elle veut. Et donc, bien sûr, au début, j'ai commencé à coacher surtout sur le côté mindset, confiance en soi, passage à l'action, atteindre ses objectifs. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé aussi à coacher des entrepreneurs. Et puis, je suis aussi coach business, donc j'accompagne les gens à développer leur business et leurs finances. Donc, c'est plutôt Génial, rare. mais En ça doit général, on a un thème. Ouais, mais ça doit être passionnant, hein. Tu dois rencontrer des gens effectivement super différents avec des histoires différentes, ça doit être assez génial. J'ai vu, je suis allée un petit peu fouiller sur internet, hein, tu te doutes bien. J'ai vu, notamment que tu animais des je sais pas comment on appelle ça, des séminaires peut-être on appelle ça? Où tu es sur scène, il y a plein de gens. Tu peux nous parler de ça? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude pour moi c'est un schéma un petit peu à l'américaine, un petit peu tu vois? Moi ça me fait penser, je sais pas si les gens connaissent Tony Robbins, qui est un coach aussi comme ça, qui a plein de gens en face de lui, puis qui va comme ça coacher en direct les personnes. C'est un petit peu ce modèle-là, c'est ce genre d'événement que tu fais? Ah oui, c'est absolument ce modèle-là. Tony Robbins a été au passage un de mes mentors. Tony Robbins a coaché Obama, Bill Clinton et ce genre de choses. Donc là, il a coaché parmi les plus grandes célébrités. Et donc, je me suis aussi formé en partie chez lui. Donc, moi, quand je démarre quelque chose, je vais me former chez les meilleurs. Donc, je me suis formé chez les meilleurs. Et je trouve que c'était un modèle intéressant qui était, j'étais un des premiers à le lancer. C'était pas le premier à le lancer en France. Et c'est vrai que c'est pour beaucoup au début c'est quoi ce truc à l'américaine, on pourrait croire ce côté gourou sur scène, les genres de choses. Et bah, je vais dire aux gens, bah, venez voir et vous découvrirez. Et la raison pour laquelle il y a la scène, il y a la musique, la raison pour laquelle on bouge, c'est que c'est pas juste pour faire le show à l'américaine et faire le gourou, c'est pour aider les gens. Ce que je sais, c'est qu'un vrai changement se passe toujours au niveau émotionnel. On peut comprendre intellectuellement qu'il faut arrêter de fumer, mais c'est jamais là que ça va se passer. Notre pouvoir intellectuel, ça nous permet de comprendre, mais ça ne permet pas de prendre de décision. Toi, tu travailles dans le marketing, donc tu sais à quel point les émotions précèdent l'action. Le storytelling, par exemple, en marketing, on en a parlé, bah, c'est ce qui amène les gens à se dire wow. Donc, le fait qu'il y ait de la musique, le fait qu'on bouge physiquement, c'est là où les grandes décisions se prennent. Si on est là, assis toute la journée, sage comme une image, à prendre des notes avec les épaules en avant, et à comprendre intellectuellement les choses, oui, je sais, il faut que je change, ça va pas passer. Donc, je vais bien dire, un nouveau niveau de succès, et une nouvelle décision réelle va toujours nécessiter un niveau d'énergie supérieur. Et on peut le dire comme on veut. Si on veut vraiment élever son niveau d'énergie, il faut bouger physiquement. Et la musique, j'utilise beaucoup la musique aussi pour amplifier ces émotions-là. Et c'est redoutablement efficace. Donc, moi, mon but, j'utilise pas ça pour faire le show, j'utilise ça pour aider les gens. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens. Moi, j'étais un homme d'affaires, j'ai vendu mon entreprise, j'étais devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans, alors que je partais vraiment Waouh! de zéro, j'ai une famille pas du tout entrepreneur, etc. Et la raison pour laquelle je suis devenu coach, c'est que les gens venaient constamment à moi me poser des questions. Donc je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider les gens à atteindre les mêmes types, ouais, en tout cas atteindre leurs rêves comme moi j'ai pu les atteindre, quelque chose qui était inconcevable quelques années auparavant, était devenu réel. Donc transmettre ces clés aussi, transmettre ces principes, leur donner des exercices, les faire partager, et puis aussi quelque chose de plus fun quand on vit 3 à 5 jours ensemble. Si on était là, il suffit de voir j'avais un de mes clients qui avait fait HEC, qui était chef d'entreprise, PDG, etc. Il a participé au séminaire, il m'a envoyé la photo le lendemain une sorte de formation qui participait traditionnelle française. Il a dit, Ouais, mais ça me manque trop ton séminaire. Il y avait une différence d'énergie, tout le monde qui dormait, et nous, ça derrière buvait le rire. PowerPoint. C'est ça, tout le monde est en train de s'endormir. Donc, pour moi, c'est même un respect envers les personnes qui viennent, les participants, parce que
Si je veux les aider à maximiser le séminaire et retenir le maximum, c'est pas en restant assis, sage comme une image pendant 3 jours. Ils doivent bouger. Et quand on bouge, on oxygène son cerveau, et on déclenche la sérotonine, on se sent mieux, on a plus d'énergie, et c'est dans un état émotionnel élevé, que j'appelle triple E, état émotionnel élevé, que les grandes décisions arrivent, et c'est seulement dans un état émotionnel élevé qu'on peut changer quelque chose. Quand on est là, ouais, c'est compliqué, la vie c'est compliqué, c'est difficile, il faut que je change. Il y a rien qui va changer. Donc il faut élever son niveau d'énergie et pour cela, faut casser ces schémas. Donc une chose que j'aide chez les gens, c'est les aider à comprendre, mais surtout de casser ces schémas. C'est avant tout des schémas physiologiques, c'est des schémas de pensée, c'est des schémas émotionnels qui les aident à prendre ce déclic émotionnel et cette émotion qui va précéder une véritable action et un véritable changement. Donc moi, ça c'est mon monde, c'est ce qui m'éclate. Et puis, mon Dieu, j'ai l'honneur d'accompagner des centaines de milliers de personnes dans ma carrière à travers mes programmes et séminaires. Et mon Dieu, on a des paquets de milliers de personnes qui peuvent témoigner que ça fonctionne. Ah, c'est génial. Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Tu vois, en le disant, je pense, moi, à des exemples dans ma vie perso. Et effectivement, je réalise que notre façon de travailler, tu vois, enfin, moi, quand je travaille, pardon, hein, je suis assise à mon bureau qui se trouve là en ce moment être dans mon salon, hein, Covid oblige, sur mon ordinateur. Et la réalité, c'est que je ne bouge pas de la journée. Tu vois, je dépose mes enfants à l'école le matin, je m'assois à mon ordinateur, je me relève pour déjeuner le midi, je me rassois à l'ordinateur et je repars quand je vais chercher mes enfants. Et effectivement, je te rejoins complètement dans l'idée de les grandes décisions de ma vie que j'ai prises, ça a toujours été en mouvement. Première chose. Et deuxième chose, et ça c'est un truc que je dis et redis, les gens qui écoutent le podcast du marketing m'ont entendu maintes fois le dire, c'est que la décision d'achat, puisque moi dans le marketing c'est quand même ça que je regarde en premier lieu, la décision d'achat n'est jamais faite sur le rationnel, elle est faite sur l'émotionnel. C'est une émotion qui nous pousse à acheter. Le rationnel vient soutenir, il a un rôle, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, c'est complètement, complètement en lien. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant de se dire peut-être qu'effectivement dans nos pratiques de travail classique, tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a une mode comme ça en ce moment de travailler debout, tu sais, en marchant avec un tapis de marche. Je trouve ça pas inintéressant, effectivement, comme tu dis, ne serait-ce que marcher sans forcément être trempé, hein, c'est pas la question, mais ça nous fait oxygéner le sang, le corps, voilà, et le cerveau, il a besoin d'oxygène, donc ça paraît complètement logique tout ce que tu dis là, donc très 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 intéressant. C'est pas naturel de rester assis sage comme une image. On a été conditionné pour ça. Je veux dire, mon fils Lucas qui a 18 mois, et il n'arrête pas de bouger. Et c'est pour ça qu'il a tellement d'énergie aussi. Il suffit de voir, si on commence à marcher toute la journée, on aura beaucoup plus d'énergie, ou aller courir, ou aller faire un peu de trampoline que ça sage comme une image. Donc, ça, c'est dans l'intérêt des professeurs de nous avoir mis sur des bancs d'école et dire, vous bougez pas, mais c'est pas dans l'intérêt de notre cerveau. Toutes les études en neurosciences prouvent et démontrent que rester assis toute la journée à ne rien faire n'active ni notre bien-être, ni notre joie de vivre, clairement pas notre productivité et encore moins notre créativité. Donc, si on veut une meilleure vie, commencer à passer au niveau supérieur, ça nécessite de bouger physiquement, émotionnellement, se mettre en mouvement. C'est fondamental. Bon, écoute, je me suis réinscrite, c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Je me suis réinscrite à la salle de sport ce matin. J'ai fait ma première séance ce matin, donc c'est bien, je suis sur le bon chemin. C'est bien ça. Là, il faut y aller, il faut continuer, il faut pas faire partie des gens. Bien sûr. Non, mais moi, je deviens très vite accro. J'ai ce problème inverse, c'est que je deviens très vite accro, donc j'ai tendance à y aller après 3-4 fois par semaine et plus pouvoir m'en passer, mais c'est une bonne drogue. Tu décides quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est rare et c'est très inspirant. C'est ça. Alors écoute-moi Max, aujourd'hui on veut parler d'un truc très très inspirant aussi et qui moi en fait me fait poser, je te cache pas, plein de questions. On en parlait en off juste avant d'enregistrer cet épisode. Moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis devenue entrepreneur un petit peu par hasard d'ailleurs. Je te disais même, c'est parce que je n'avais pas compris que j'étais en train de devenir entrepreneur que je suis devenue entrepreneur. Sinon, j'aurais eu certainement trop peur de me lancer, d'y aller. On va parler d'un thème qui, moi, est encore un petit peu étranger, je ne le cache pas, mais je souhaite travailler dessus. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité aussi et que je voulais en discuter avec toi. C'est le fait de penser grand, d'avoir des rêves en grand. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi penser grand? Ça veut dire penser plus que la moyenne et ça veut dire commencer à s'autoriser à vivre une vie selon ses propres termes. Je pense que tout le monde, dans sa nature des choses, pense grand. Il suffit de voir un enfant, un bébé, pas un bébé mais un enfant de 3-4 ans, il va pas parler de petits rêves.
il va parler de grand, il va parler de petit, mais il veut dire astronaute, il veut devenir Oui. princesse, il veut devenir une reine. Donc on peut pas considérer ça comme un petit rêve. Personne veut l'univers et personne n'est attiré par la médiocrité ou la moyenne. Excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est un peu mon Non, style, mais mais c'est je peux me juste. travailler. Et personne, on va pas se lever un jour et on va se dire waouh, c'est super, je suis allé voir un film très médiocre avec des acteurs très médiocres et avec un script très médiocre. Non, personne va parler de ça, on va faire Non. c'est quoi ce truc et le monde est attiré et les gens sont attirés et l'univers récompense l'extraordinaire, quelque chose de grand. Le fait qu'on va faire quelque chose hors du commun, on va pas voir une pièce de théâtre moyenne, on veut voir une extraordinaire pièce de théâtre. Et c'est notre nature profonde de faire des choses extraordinaires et c'est notre envie profonde de réaliser des choses extraordinaires. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on a été conditionné, c'est pas notre faute. Moi, j'étais conditionné comme ça. Pareil, je suis pas né entrepreneur du tout. Je suis pas né jeune famille. Clairement, disons, vous voyez, on voyait petit, quoi, dire petit salaire. On n'avait pas l'argent pour ceci, pas l'argent pour cela. Et mais il y avait quelque chose au fond de moi. Je sentais qu'ils n'étaient pas heureux. Il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. Et donc, pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui a été un gros déclencheur. Ça a été, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans d'un accident de la Mhm. route. Et ils avaient divorcé 4 ans auparavant quand j'avais 10 ans. Et ça m'a vraiment mis un électrochoc avec le temps, bien sûr. Sur le coup, j'étais en mi-dépression, etc. Mais avec le temps, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi? Et un jour, là, j'avais la preuve, j'avais pas juste la compréhension intellectuelle, j'avais mon père à l'enterrement qui était dans un cercueil et j'avais compris réellement que j'allais y passer un jour moi aussi. Ah, C'était plus de la waouh. théorie. Donc pour moi, j'avais compris, je vais mourir un jour. Et donc, carpe diem, c'est ce raisonnement-là de te dire, je vais mourir, comme je prends conscience que je vais mourir un jour, il faut que je vive ma pleine vie. C'est ça? Absolument. Il faut que je maximise ma vie. Il faut que je vive mes rêves. Il faut que j'arrête de me poser des questions à la con. C'est pas venu immédiatement parce que juste à la Bien suite de sûr. la mort de mon père, j'étais plutôt en dépression et j'ai commencé, ma mère m'a ouvert au développement personnel et je peux la remercier 1000 fois pour cela. Elle m'a donné un livre qui s'appelait Comment se faire des amis, qui m'a tout doucement, de Dale Carnegie, qui m'a ouvert un peu au monde du développement personnel et j'ai commencé à comprendre que waouh, je peux changer ma vie, je peux changer mes pensées, je peux changer mes émotions, je peux changer mes actions. Et donc à la fin, il peut m'arriver les choses les plus difficiles qui soient. Soit je vais râler et me plaindre, soit je vais les utiliser comme fuel pour avancer. Et donc ça, c'était un électrochoc majeur qui m'a donné ce drive d'avancer, de profiter de la vie, de maximiser ma vie. Tellement de vie gâchée parce que les gens, ils sont plus focalisés sur qu'est-ce que les gens vont penser d'eux. Mhm. Et malheureusement, à la fin de leur vie, ils se retrouvent comme 95% des gens, et c'est vraiment une étude, sur un lit de mort en parlant de regret, quoi. Ah ouais, Et c'est s'il y a terrible vraiment un ça. truc qui me pousse le matin, c'est je peux pas faire partie de 95% de gens qui vont finir avec des regrets. Donc clairement, ça a été une expérience de ma vie qui m'a profondément donné ce drive de maximiser ma vie et de commencer à penser grand. Tout à fait. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu y as déjà réfléchi, est-ce que tu sais pourquoi la majorité des gens ne rêvent pas grand? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça un petit peu dans une espèce de carcan qui nous emmène pas vers ces grands rêves qu'on avait quand on était enfant? C'est une super question. Alors clairement, ce n'est pas naturel de ne pas penser grand. Ah oui. C'est clairement un conditionnement. Il suffit de voir je vais me dire, c'est pas de votre faute, quoi, parce que c'est pas de ma faute. Personne n'a faute. Tout le monde fait de son mieux à la fin, mais à la fin, c'est le système traditionnel. Et pour ça, au passage, mes enfants n'iront jamais à l'école. Mon épouse encore plus pour ça à l'école traditionnelle, parce que j'en sais trop sur le cerveau. J'ai accompagné tellement de personnes dans ma vie que je vois tellement. Alors, il y a bien sûr des choses positives. Il faut bien avoir un système éducatif francophone ou français, Bien sûr. si on parle de la France, que pas en avoir. Certains pays en ont pas, donc on peut remercier 1000 fois pour ça. Et par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on comprend sur le cerveau, par rapport aux dégâts que ça fait, ça n'a plus de sens. Le système, en effet, il y avait un TEDx, je crois que c'était Sir Richard Robinson, un truc comme ça, qui disait l'éducation n'a pas besoin d'une évolution, elle a besoin d'une révolution. Et je suis Ah, tellement d'accord avec ça. Et donc c'est tout le système éducatif qui nous dit que voilà, déjà on est comparé aux autres constamment. On est mesuré sur une chose qui est purement l'intelligence rationnelle, si on peut dire ouais. ça, l'intelligence, euh, j'ai oublié le terme, mais bref, donc c'est l'intelligence intellectuelle, si on peut dire, Mhm. d'apprendre des choses par cœur, les mathématiques, Ouais. le français. Mais ça a très peu d'impact dans notre vie. Il y a des gens naturellement qui sont plus forts sur l'intelligence spatiale, sportive, physique, émotionnelle, musicale. Et donc on perd très vite confiance en nous et on est vite comparé et on est vite au passage, on est entouré de gens qui pensent petit. Je ne veux pas être méchant envers les professeurs, s'il y en a certains qui nous écoutent, mais c'est difficile d'être inspiré par quelqu'un qui se dit, ben, je veux faire un job pour avoir un petit salaire
et être tranquille, avoir mes 6 semaines, de 8 semaines de vacances. Et on peut être inspiré par cette personne si elle est Bien sûr, vraiment pourquoi pas? passionnée. Ça peut être le cas, et je pense qu'on a tous eu un prof qui nous a inspirés. Mais forcément, quand on est entouré 8 heures à 10 heures par jour de gens qui gagnent 1 200 € par mois et qui nous transmettent, qu'on ne veuille pas, l'environnement a un pouvoir énorme. Si je suis entouré de gens qui pensent grand, je vais commencer à penser grand. Si je suis entouré de gens qui pensent petit, je vais commencer à penser petit. Donc c'est clairement l'environnement et c'est clairement le système éducatif Mmh. qui ne nous encourage pas, en tout cas en France, mais alors pas du tout, à penser grand. Le système est fait pour créer des salariés qui vont travailler pour des grandes boîtes. Personne ne va vous Je suis parler d'accord. de réaliser tes rêves. On va te dire quel est le job que tu vas faire. Ouais, Euh, ouais, je suis d'accord. et On c'est va te dire dommage. même plus, on va te dire: «Choisis un job dans lequel il y a de la place». C'est-à-dire, on va pas te Oui, dire: «Choisis archi parce que tu as envie d'être archi, choisis, d'être ingénieur parce que, il y a pas de chômage chez les ingénieurs». Je sais pas si c'est le cas, c'est hein, en plus mais c'est faux en voilà. plus. Ouais. Ouais, Mais c'est exactement ça. Donc en plus, on va même pas nous dire qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et en plus, on pose des questions comme, je veux dire, au lieu de déjà de faire tester les enfants, je veux dire, les jeunes ont besoin de tester qu'est-ce qui leur plaît ou leur plaît pas. Donc on n'est pas encouragé. Le système, l'environnement où on est, n'encourage pas à penser grand. Et donc agir grand, parce que la pensée précède l'action. Aux États-Unis, pourquoi il y a tellement plus de, même si je suis pas en train mmh, les États-Unis a des avantages et des choses que je déteste chez eux. Je passe 1 an aux États-Unis, j'y vais souvent, donc je les trouve incroyablement inspirants pour d'autres choses et des choses que j'aime un petit peu moins bien. Mais la culture américaine, ce qui est sûr, c'est on peut le féliciter sur la capacité à entreprendre, à voir grand. Et on voit quelqu'un qui vous ouvre une porte dans un 4 étoiles et il va vous parler de ses rêves. Il va vous dire, voilà, moi je veux lancer ma boîte. En France, on va jamais entendre un truc comme ça. non, c'est Donc sûr. ça manque cruellement d'attitude de penser grand. Heureusement, ça vient. Il y a une vraie maintenant l'innovation, l'entrepreneuriat revient en France et c'est magnifique à voir. Mais voilà, c'est d'où ça vient, conditionnement. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut déconditionner en fait, c'est ça que tu dis, hein. Il faut se entre guillemets «se forcer» ou en tout cas apprendre à penser grand. Ouais, il faut, on va dire réapprendre parce qu'on le faisait naturellement. C'est juste retrouver sa nature même. Encore une fois, un enfant voit grand, il veut devenir cosmonaute. Il n'y a pas de limite dans un esprit d'un enfant. Je veux aller sur la Lune, je veux aller sur Mars. Et il n'y a pas une question de je ne peux pas, jusqu'à ce qu'un adulte dise non, c'est pas possible. Tais-toi, c'est Ah pas ouais, possible. c'est ça, Et donc c'est là, on ça. commence à croire ça. Et en fait, à cet âge-là, on n'a pas la capacité de trier une information qui est vraiment qui a vraiment du sens et qui a vraiment. Est-ce que je peux justifier ça? Quand un adulte dit quelque chose, ça doit être vrai. Papa C'est un m'a dit état de ça, fait. mon professeur m'a dit ça, c'est comme ça. Donc entre l'âge de 3 et 7 ans particulièrement, entre l'âge de 3 et 7 ans, c'est là où on développe la grande majorité de nos croyances et de nos comportements. Parce c'est là où on peut apprendre 4 ou 5 langues. Mmh. Mon fils Lucas va apprendre 3 4 langues comme ça parce qu'il va être exposé à 3 4 langues différentes. Mais il va faire quasi zéro effort parce que le cerveau est comme une éponge, il prend tout. Malheureusement, à cette période-là, il apprend aussi les croyances de ce qui est possible, pas possible, que penser grand, tu peux oublier, que les riches sont des salauds, que c'est pas bien, ça sert à rien, lui s'est planté, etc. Donc, il faut suivre la masse. Et aussi, ces passages, c'est notre habitude, on va dire, c'est notre cerveau. On a 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, le cerveau, on va dire, qu'on appelle cortex, qui est plutôt la partie intellectuelle, rationnelle, qui permet de prendre du sens et prendre la perspective. Mais notre partie émotionnelle, qui est notre partie aussi animale, c'est aussi plus rassurant de suivre le troupeau. Bien sûr. Bah oui, c'est le troupeau qui protège. Bah oui, donc si je suis dans la nature et dans la jungle, il faut mieux que je reste avec le troupeau, même si je suis pas heureux avec eux, Mmh. que prendre le risque de partir. Malheureusement, on n'est plus dans la savane, on vit plus Et à oui, côté des lions qui risquent de le bouffer. Et ça, on l'a pas oublié, c'est que mais notre cerveau, qui a plus de 3 millions d'années, n'a pas oublié ça. Donc on est bien sûr. encore, bon, il faut mieux que je sois malheureux, mal entouré de gens qui pensent petit, que je réalise pas mes rêves, parce que j'ai plus de chances de survie à rester avec ce troupeau-là que de partir et de sortir. Et donc c'est là où on doit être à l'encontre de notre partie, on va dire, animale, et on doit reprendre le contrôle en cassant notre cerveau, et c'est à nous de dire à notre cerveau et de le rassurer, de dire que c'est ok, tout va bien se passer, je vais pas mourir, et je vais réaliser mes rêves. Donc c'est en effet du travail, et donc ça se conditionne, c'est typiquement, ça c'est mon métier, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leurs schémas, de leurs croyances, de leurs limites, de leurs peurs. Ça c'est l'étape numéro 1, prendre conscience. Numéro 2, c'est de casser le schéma. Donc, c'est de faire quelque chose de surprenant, utiliser des stratégies. Ça peut être un élastique, ça peut être mettre une baffe, ça peut être faire un rire ou une phrase qui va casser le schéma. Et finalement, troisième, c'est de faire une sorte de répétition pour reconditionner ces nouvelles croyances, ces nouvelles pensées, jusqu'à ce qu'elles soient automatiques. Et donc ça, on peut le faire par. Oui, vas-y. Attends, excuse-moi, je te coupe parce que tu es passé vite sur cette histoire-là de l'étape 2. Donc l'étape 1, c'est, tu disais d'en prendre conscience, hein, c'est ça? C'est correct. Étape 2, c'est d'avoir quelque chose qui nous arrête, si j'ai Qui bien casse le compris. schéma.
qui casse le schéma. Et tu disais, ça peut être une baffe, ça peut être... tu peux développer un peu parce que là, j'ai pas tout suivi. En marketing, toi qui connais le marketing très bien, c'est le pattern interrupt. C'est le fameux, c'est comme on va sur un feed de Facebook. S'il y a rien qui nous interrompt, Mhm. qui nous surprend, on va pas continuer. Donc, dès qu'il y a une image flashy ou il y a, je sais pas, quelque chose de rigolo ou quelque chose qui nous fait peur, et là, le cerveau va immédiatement faire attention, il faut que je fasse attention à ça. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, en tout cas, moi, dans la partie psychologique et la partie coaching. C'est qu'une fois que la personne a compris ça, je vais l'aider à trouver une stratégie pour casser son schéma. Donc, parfois, quand je le coach, je vais le faire moi-même, en faisant une blague, sortir un truc qui a rien à voir, en criant, on va faire quelque chose de complètement surprenant, ce qui Mhm. va faire que le cerveau va être en alerte. Va se Ça peut- réveiller, en fait. il va se réveiller, il va se dire attention, il y a quelque chose de Ah, nouveau. ah Parce qu'en fait, ouais. quand on se répète des choses comme je vais pas y arriver, je suis nul, je vais pas y arriver, je suis nul, par exemple, c'est un schéma. Il a été Ouais. répété sans cesse et on croit que c'est vrai, mais c'est faux. C'est juste en neurosciences, c'est une pure autoroute neuronale. Et donc, ce que je viens faire quand on casse ce schéma, c'est en gros dynamiter l'autoroute. Et on va faire quelque chose de sacrément surprenant. Donc, par exemple, pour moi, pour me casser ces phrases-là, j'utilisais un élastique pendant un moment. Où je mettais une baffe. Ah, Dès que je me disais, je vais pas y c'est-à-dire, arriver, boum, je mettais une baffe. quand tu te prenais toi-même à te dire, tiens, je suis pas bon, je vais pas y arriver, bim, tu te mettais un coup d'élastique pour physiquement te dire, attention, réveille-toi, tu es en train de te C'est raconter des ça, pour que bêtises. le cerveau soit en choc. Et à un moment, il Ah, va pas, attention, intéressant. arrête de dire ça. Et donc, au fur et à mesure de faire ça, c'est comme si je mettais des dynamites, ou j'appelle ça aussi rayer le disque. On raye le disque de cette vieille musique qui tourne, et à un moment, ça va je suis dur. Et donc, le cerveau, quand il a quelque chose de nouveau et de surprenant et de choquant, il va être beaucoup plus en alerte. Et c'est à D'accord. ce moment-là qu'on peut reconditionner quelque chose. Et souvent, en psychologie, c'est ce qui manque. C'est que les gens essaient de passer, ou souvent quand on parle de visualisation ou d'affirmation, il y a cette étape 2 qui est fondamentale qu'on oublie, parce qu'on essaie de rajouter une nouvelle musique sur une ancienne musique. Eh ouais. Et l'ancienne musique gagne toujours. Parce que le cerveau, c'est plus rassurant. Il se dit, ah, attention, j'ai survécu pendant 20 ans avec ça, ou 30 ans. Tu m'envoies cette nouvelle musique. Le nouveauté pour le cerveau, c'est toujours un danger. Donc, il Bien n'aime sûr. pas. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser, on va dire, il faut utiliser le langage de son cerveau et c'est de le surprendre. Donc, je donne un exemple très concret. Ce qui est émotionnellement fort, on le retient. Le cerveau est en alerte. Donc, j'aimerais dire, si je pose la question, où vous étiez exactement, vous avez appris le 11 septembre. Ouais, Tout le monde se rappelle exactement bien où il était. sûr. Moi, j'étais en voiture, j'habitais en Alsace, je rentrais à la maison. Et par contre, si je dis à la même heure le lendemain, vous étiez où? Ou à la même heure, Oui, on s'en souvient pas, on se rappelle tous bien de son sûr. premier baiser. Donc, quand on fait quelque chose de surprenant comme prendre un élastique ou se mettre une baffe, le cerveau va se souvenir de ça. Il y a une sorte d'électrochoc qui se crée. Oh, attention, et à un moment, je répète, là, c'est la troisième étape, c'est de répéter cette nouvelle affirmation, en quelque sorte. Cette nouvelle croyance, si on veut. Si je suis possible. Alors, avant, j'étais, c'est pas possible pour moi. Si, c'est pas, je me mettais une baffe, et après, si, c'est possible pour moi. Je suis capable. Ça a l'air bête, ça. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Le cerveau commence, ça marche par répétition. Donc, je viens de dire, c'est comme appuyer sur le bouton record, le bouton rec, comme on a tous vu ce bouton rouge. Ouais. Répétition, émotion et conviction. Quand on répète avec émotion et conviction des choses, on commence à le croire. À condition, bien sûr, si on a rayé son disque avant, on a interrompu son schéma, on a fait quelque chose de surprenant. Donc, c'est vraiment une méthode extrêmement simple, mais c'est Mmh. redoutablement efficace. Ouais, ce que tu dis en fait, hein, c'est que ce cerveau, il faut l'entraîner et il a un certain nombre de croyances qui, voilà, qui sont existantes, mais on peut tout à fait changer ces croyances. Mais alors pour changer ces croyances, il faut effectivement commencer par, effacer un petit peu ou en tout cas casser ce qu'il a cru jusqu'à maintenant pour pouvoir réécrire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on a la main sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est quand on y pense comme ça, quand on réalise ce point-là, enfin moi je sais que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: mais en fait, j'ai un pouvoir immense. Tout ce que je Tellement important. pense être préexistant, finalement, j'ai peut-être la main dessus. Et je trouve ça c'est un peu vertigineux aussi, hein, d'ailleurs. Quelque part, tu te dis Ah, waouh. mais, je sais plus Mais qui avait dit c'est, ça, mais c'est qui est maître de son cerveau et maître du monde. Quand il dit maître du monde, maître de son monde. eh ouais, bien Yeah. sûr. La seule chose qu'on peut au passage changer, c'est assez intéressant, parce que le réflexe de l'humain, quand quelque chose ne va pas dans sa vie, c'est de vouloir changer l'extérieur. On Ouais. veut changer les autres, on veut changer son mari, on veut changer son épouse, on veut changer ses enfants, on veut changer sa politique, on va râler auprès du président. Mais ceux-là n'ont aucun pouvoir par rapport à notre vie. La seule chose qu'on peut changer dans notre vie sont nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est Mmh. réellement les trois choses qu'on peut changer. Tout le reste, on a zéro contrôle. Voilà, c'est qu'on passe notre vie à chercher à contrôler les autres et l'extérieur, alors quelque chose que c'est contrôler soi-même. Donc une fois je pense que c'est absolument une obligation et tout le monde, et je pense que c'est une de mes grandes missions derrière, que chacun doit apprendre à comprendre avant tout son cerveau et apprendre à se reprogrammer. Je parle bien le terme reprogrammer ou Mmh. reconditionner.
comme nous, on a été conditionnés de manière inconsciente en tant qu'enfant, mais cette fois-ci, on va se reconditionner comme nous, on veut. Et le jour où j'ai compris, et que j'ai même découvert une méthode, et que je commençais j'ai testé différentes choses, ça se trouvait vraiment, et même construit une méthode qui est efficace, mais j'ai pu tout reconditionner. Je suis passé du gars qui avait zéro confiance en moi, à pouvoir être sur scène devant 2500 personnes au Palais des Congrès de Paris, c'est le 1er mars 2020. Les gens sont venus au Palais des Congrès de Paris, 2500 personnes, j'ai même pas réalisé ça, pour apprendre des clés, des principes, pour avancer dans leur vie. Si moi j'ai pu le faire, alors que je viens d'Alsace avec un père italien, on est parti de zéro, j'avais zéro confiance en moi, tout le monde peut le faire. Je suis passé de ramer financièrement à devenir libre financièrement avant l'âge de 30 ans. Et quand je dis je gagne très bien ma vie, c'est je gagne très très bien ma vie. Et ça a été possible. Pourtant, ma famille ramait financièrement. On peut absolument tout changer, mais ça commence par se focaliser ce qu'on peut changer, son cercle d'influence, nos pensées, nos émotions, nos actions. Une fois qu'on comprend ça et qu'on est prêt aussi à développer bien sûr de nouvelles compétences et connaissances, sky's the limit, comme on dit les Ouais. Américains. Alors, un point que tu dis, hein, c'est que tu reprogrammes la façon dont tu penses, tu reprogrammes ton cerveau, mais enfin, il y a quand même l'étape d'après qui est l'étape d'action. Comment tu fais, du coup, pour passer de l'étape pensée à l'étape action? Super question. Donc ça, c'est souvent, on va avoir cette mécanique de je veux le faire, je dois le faire, mais je le fais pas. Et donc Ouais, ça, c'est le gap. Enfin, ouais, c'est le fameux espace entre je sais que je dois le faire, mais je le fais pas. Il suffit de voir 95% des résolutions à Nouvel An qui n'aboutissent pas. Les bien gens, sûr. toi, tu t'es mis au sport, tu vas le faire parce que Ouais. c'est pas qui va le faire. Il n'y a pas de discussion. Mais pour 95% des gens, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qui fait, et peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait que d'un coup, on va passer de je dois le faire, je sais que je voudrais le faire, il faut que j'essaye de le faire, je voudrais le faire, à je le fais. Tout est une question de pourquoi. Et il y avait Nietzsche qui disait la chose suivante: avec un pourquoi puissant, on peut tolérer n'importe quel comment, pardon. Mmh. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on doit psychologiquement se développer suffisamment. Il faut s'imaginer une table, je vais me donner l'exemple de la table, il faut avoir suffisamment de raisons émotionnelles, je parle bien des raisons émotionnelles, pour mettre 3-4 piliers sous la table, voire plus. Et le plus il y en a, le plus ça passe de je veux, je voudrais, j'aimerais, j'essaye, à je dois. Et quand je dois, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus j'ai envie, il n'y a plus je remets à demain. C'est je le fais, point barre. Et le plus grand pourquoi, alors je donne souvent un exemple, je donne cet exemple-là. On va dire que, Estelle, tu te retrouves, tu es au bord de l'eau, tu as une petite rivière, on va dire, tu as une sorte de fleuve qui fait environ 10 mètres. Et en face, il y a un petit îlot avec une petite maisonnette qui a l'air sympathique. Okay. Seulement, je te dis, c'est infesté de crocodiles. Mince. Est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que tu te dis, tiens, on y va voir Non, s'il y a des crocodiles, en tout cas, je mets pas le pied dedans. Voilà. Maintenant, si je te dis, tu as tes 2 enfants et l'eau est en train de monter, et si tu les sauves pas dans l'heure, ou tu as 2 heures pour les sauver, Rien à foutre des crocodiles, sinon ils je te vont le dis mourir. tout Tu de fais suite. quoi? Rien à foutre des En vrai, crocodiles, évidemment. tu trouves un moyen, tu fais appel à des gens, à des pompiers, à un hélicoptère, tu Ouais, te je construis trouverai, un pont. t'inquiète pas. Tu vas trouver un truc, pas vrai? Donc là, ce qui est intéressant, en anglais, on appelle ça resourceful. On trouve les ressources, les idées, les clés sont là, mais on les sort quand on doit. Quand on doit absolument le faire. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle, quand on a un pourquoi fort, on est absolument inarrêtable. Et souvent, on ne met jamais assez de temps je dirais pas de réflexion, c'est plus du ressenti et de raisons émotionnelles fortes qui nous donne qui nous transforme ce je voudrais, j'aimerais à je dois. Ouais. Quand ce rêve, ce grand rêve est un dois, je dois, on devient absolument incroyable. Les idées fusent, on est inarrêtable, on trouve des idées, on appelle 40 coups de fil s'il faut, on est en action massive parce que c'est plus négociable. Donc le terme que j'utilise ici, ça devient un non négociable. C'est je dois le faire. Donc l'énergie, parce que mes enfants sont en face. Là, c'est pas les enfants, c'est mes rêves. Ouais. Et je pense que le plus gros moteur, le plus gros why qu'on peut utiliser, je l'ai vu avec ces milliers de personnes que j'ai accompagnées dans ma carrière, que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans ma carrière, c'est le plus gros pourquoi. C'est pas quelque chose qu'on va obtenir pour nous, c'est quelque chose qu'on va faire pour les autres. Ouais. C'est le levier contribution. Là, j'ai justement exprès utiliser le terme des enfants, parce que il suffit de voir une femme qui est fumeuse, et d'un coup, elle tombe Oui. enceinte. Immédiatement, j'arrête de fumer. Alors que c'est extrêmement dur d'arrêter de fumer, hein, je précise. Donc tu sais ce que c'est en plus, apparemment. Oui. Et en fait, tu le fais parce que je dois. Je peux pas faire ça à mon enfant. Donc, on va faire beaucoup plus d'efforts pour les autres que pour nous-mêmes. Une fois qu'on comprend ça, par exemple, pour moi, un des plus gros leviers, à quoi je pense tous les jours, c'est parfois j'ai pas envie de faire les choses. Oh là là, on est confortable. Le cerveau va toujours chercher le confort. Bien Oh là sûr. là, mais pourquoi tu veux aller courir aujourd'hui? Tous les jours, je dois me battre avec mon cerveau qui va me dire, mais t'es bien fit comme gars. Pourquoi tu veux courir? Mais je suis fit parce que je cours.
parce que je mange sainement. Si j'arrête de le faire, je vais vite je vais ressembler à une sorte de mammouth. Et donc, je dois tous les jours lutter avec mon cerveau et je dois rappeler le pourquoi je le fais. Souvent, les gens oublient ça. Ils se disent, ah, il faut que j'aille courir. Non, non, non. Il faut pas qu'ils se disent ça. Il faut qu'ils se disent, pourquoi je dois courir? Et là, c'est totalement différent. Et je vais souvent inviter les gens à penser au pourquoi, pour qui je vais le faire. Ouais. Et d'un coup, quand je pense à mon épouse, je n'ai pas envie, je n'ai pas un cadeau de lui offrir d'avoir quelqu'un qui a 30 kilos en trop. Donc la raison pour laquelle je suis fit et j'ai de l'énergie, c'est que j'ai envie de lui offrir un corps sympathique, pour qu'elle puisse se dire oh, et puis moi ça comble mon besoin d'importance pour qu'elle me dise oh là là, il est sexy mon homme. Ouais, oui. Donc ça va être bon pour elle, c'est bon pour moi, pour mon énergie. Je pense à mes clients, je dois les servir. Je vais pas arriver à penser à moi, donc je veux les servir, je veux les aider au maximum. Pour ça, je dois donner le max du max. Et donc pour ça, je vais aller courir un petit peu. Je pense surtout, et le plus important, je passe à mes enfants. Donc si vous avez Ouais, des c'est ce que j'allais enfants, dire. c'est le plus gros levier. Quel est Ouais, ouais. l'exemple que je laisse à mes enfants? Quel est l'exemple que je suis en train de donner exactement maintenant à mes enfants? Quand on pense à ça, oh mon Dieu, d'un coup, je dois passe très très vite. Parce que je me dis, attends, là, ses petits yeux me regardent constamment, il va dupliquer et modéliser toutes mes pensées, mes gestes, mes actions, mes comportements. Donc, si je me mets souvent en colère, je dois faire un travail personnel. Bien sûr. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de montrer comme enfant, de se rappeler d'un père colérique. Et lui qui se rappelle d'un père qui était bienveillant, sympathique, avec qui il a passé du temps, mais qui était ferme avec lui pour l'aider, mais pas quelqu'un de colérique, qui criait à tue-tête comme mon père l'avait fait, qui était fainéant, qui cherchait des excuses. Donc on va élever la barre et on va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et on va sûrement réaliser nos grands rêves quand on passe, quand notre pourquoi est extrêmement puissant et très clair. Ça, c'est la clé absolue de tout. Bah, écoute, j'ai envie de finir là-dessus. Moi, tu me fais vraiment plaisir de parler du pourquoi, tu vois? Dans ma formation stratégie indépendante, la toute première chose que je demande aux participants de faire, c'est de déclarer quel est leur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus indépendants? Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Et je leur dis: «Je veux que vous le déclariez parce que, la vie d'un entrepreneur, il y aura des hauts et des bas. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, il y a des moments où c'est galère, il y a des moments où c'est difficile et la chose qui vous fait passer les moments difficiles, c'est votre pourquoi. Si votre pourquoi est clair, si vous savez pourquoi vous faites les choses, rien n'est impossible et vous allez y aller et comme tu dis, vous trouverez les solutions pour passer les crocodiles, pour aller chercher vos gamins dans la maison là-bas. Donc écoute, j'aime beaucoup cette idée du pourquoi et je me dis que du coup, finalement, on peut tous rêver grand et qu'il y a finalement absolument rien qui nous empêche de rêver grand. C'est pas plus compliqué finalement de rêver grand que de pas rêver grand. Ça prend 0 effort de plus de rêver grand que pour rêver petit. Et j'aimerais même dire que même ça prend moins d'efforts. Et bah ça, le pourquoi est démultiplié, donc le moteur est démultiplié parce que quand on pense grand, ça nous excite beaucoup plus. Il y a plus d'énergie qui se libère de nous. Le pourquoi devient plus fort. Quand on se dit, bon, je sais pas, on va dire, prendre un exemple financier très simple, si quelqu'un gagne, je dis n'importe quoi, 5 000 euros par mois. Est-ce que ça va vraiment le bouger de se dire, ah, je vais gagner 5 200 euros par mois? Non, Ouais, le cerveau va faire, pour ça, pourquoi? Mais s'il se ça change dit, rien. je peux gagner 50 000 euros par mois et je peux Mmh. redonner 20 000 euros dans l'humanitaire chaque année parce que mon but, c'est construire un hôpital en Afrique, par exemple. Là, le pourquoi est beaucoup plus fort. Parce que je vais montrer un exemple à mes enfants, parce que j'ai envie de mourir millionnaire et redonner tout dans l'humanitaire. Bah, bref, selon son pourquoi. Maintenant, on a un but beaucoup plus fort. Le pourquoi, en fait, est lié totalement à un niveau de capacité à penser grand. Et souvent, bah, parce qu'on pense petit, bah, il n'y a pas d'énergie qui se libère de nous. Donc, penser grand, en fait, augmente notre pourquoi, augmente notre énergie. Et je veux dire, il y a peu de compétition là-dedans. Peu de gens pensent fois 10, fois 20, fois 50. Donc, vous avez encore plus de chances de gagner parce que la plupart du temps, les gens pensent plus 5% cette année. Quand on pense, donc c'est la différence entre une pensée stagnante, je bouge pas, une pensée progressive, je vais améliorer de 5 à 10% cette année, ce qui est très bien en passage, et une pensée du style exponentiel. Comment je peux démultiplier tout ça? Comment Mmh. je peux créer plus d'impact? Comment je peux toucher plus de clients? Comment je peux changer le monde? C'est beaucoup plus fun de se dire que je vais impacter la vie de dizaines de milliers de personnes, voire de centaines de milliers, que de dire je vais impacter d'une de plus. Et quand on fait ça, on devient plus créatif, notre pourquoi augmente, notre énergie se libère, et à la fin, on a moins de compétition, donc on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc moi, je crois vraiment que oui, ça va nécessiter plus de créativité, de remise en question, mais à la fin, c'est plus simple, voire facile, d'atteindre des grands objectifs que des petits. Et surtout, c'est plus excitant. À quoi bon Ouais. vivre une petite vie? Il y a quitte à entreprendre, quitte à lancer quelque chose, quitte à vivre. Pourquoi on vit pas ses rêves? Pourquoi pas? Et j'aime à dire, j'avais entendu une phrase, j'aime beaucoup, c'est il faut mieux viser le soleil et arriver sur la lune que viser le lampadaire et atterrir sur le trottoir.
Et donc voilà, oui, pensons grand, même si on n'arrive pas à la fin, on aura atteint un objectif bien plus grand que quelque chose qui ne nous excite pas. Bah, écoute, j'aime beaucoup cette idée, que ça nous excite et que du coup ça nous donne de l'énergie et qu'en fait, ce fait de penser grand, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, à la rigueur, c'est même pas la question, c'est que ça nous aura généré de l'énergie, ça nous aura donné du peps, de l'énergie pour aller plus loin et faire des choses et ça, je trouve que c'est vraiment un super, super truc à prendre. Merci beaucoup Max de tous ces conseils et de cette discussion avec toi. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast du marketing. Avec grand plaisir. Merci Estelle. Pourquoi vivre une petite vie? Ça ne demande pas plus d'efforts de rêver grand que de rêver petit. Mille merci Max de m'avoir fait l'amitié de partager tes conseils sur le podcast du marketing. Si vous n'avez pas tout retenu, je ne peux pas vous en vouloir tant Max a été prolifique. Je vous invite à télécharger le résumé de l'épisode que je vous ai concocté sur le podcast du marketing.com/cadeau88. Et si vous voulez en savoir plus sur Max, si le développement personnel est une discipline qui vous intrigue et que vous aimeriez mieux comprendre, eh bien vous pouvez écouter le podcast de Max qui s'appelle Leader et lire son livre Réussite Maximum. Je vous dis à très vite.